Écoute, quelque chose de fondamental se brise au cœur du pouvoir russe en ce moment. Et ce n'est pas une menace extérieure, c'est une fissure interne qui grandit chaque jour. Une scission historique se dessine au sein du cercle rapproché de Poutine. D'un côté, Sergueï Kirienko, l'architecte politique du régime et ses technocrates. De l'autre, le FSB, la direction du contre-espionnage qui contrôle la sécurité intérieure. Les deux sont loyaux à Poutine. Les deux veulent préserver le régime. Mais ils s'opposent complètement sur comment le faire. Et les élections législatives de septembre 2026 viennent de transformer cette guerre silencieuse en conflit ouvert. Voilà ce que tu dois comprendre. La Russie n'est pas juste en guerre en Ukraine, elle est aussi en guerre contre elle-même. Après 4 ans de conflit, le pays étouffe sous les sanctions, l'inflation galopante et une fatigue de mobilisation qui a atteint son paroxysme. La société russe craque. Et maintenant, 2 visions radicalement opposées s'affrontent pour contrôler comment gérer cette crise. Kirienko, d'un côté, croit à la technologie politique. Faux partis d'opposition, chaînes Telegram financées secrètement, résultats électoraux manipulés avec précision chirurgicale. Son système, c'est l'illusion de la démocratie contrôlée. Laisse les jeunes utiliser les VPN, laisse-les sur les réseaux sociaux, mais assure-toi que les influenceurs qu'ils suivent sont des trolls payés par le Kremlin. C'est du contrôle par la manipulation. Le FSB, c'est l'inverse total. Pas d'illusion, pas de débat. Juste la peur. Ferme Internet, bloque les VPN, emprisonne les dissidents, crée des listes infinies d'agents étrangers. C'est l'héritage direct de la 5e direction du KGB soviétique, celle qui écrasait l'opposition interne. Pour eux, la douceur est une faiblesse du régime. Et en ce moment, le FSB gagne. En avril dernier, quelque chose d'inédit s'est produit. Sergueï Novikov, le bras droit de Kirienko, s'est levé lors d'une conférence et a dit publiquement « La société en a marre de la rhétorique prohibitive. On ne peut plus rien interdire. » C'était une rébellion ouverte selon les normes du Kremlin. Pour la première fois, le bloc civil résistait directement aux politiques du FSB. La réponse du FSB a été immédiate. Intensification des restrictions Internet. Poutine, lui, a clairement indiqué en avril qu'il voulait resserrer les taux encore davantage. Mais ce conflit ne s'est pas limité aux paroles. Il y a eu un affrontement physique. Lors d'une réunion de préparation électorale en avril, le ministre de la Défense Andrei Belousov a directement accusé Kirienko de fraude. Le sujet, les 150 places réservées aux vétérans de guerre au Parlement. Belousov insistait sur une liste composée de vrais soldats, pas de bureaucrates prétendant être des héros. Et voici la réponse de Kirienko qui révèle la peur la plus profonde du Kremlin. Les vétérans sont dangereux au Parlement. Ils pourraient devenir incontrôlables. Une seule phrase qui dit tout. Les vétérans traumatisés, armés, revenus de la guerre, représentent une menace existentielle pour le régime. Et puis, il y a eu la guerre numérique. Le 5 mai, Internet mobile à Moscou et Saint-Pétersbourg s'est pratiquement effondré. Les gens ne pouvaient même pas envoyer un SMS. Les services de liste blanche, censés fonctionner dans n'importe quelles conditions, se sont arrêtés. Gazprom Bank, les applications bancaires, les services de taxi, les épiceries en ligne, tout s'est écrasé. Le FSB était derrière ces pannes. Et ce n'est plus un secret. Le ministère a ouvertement admis qu'il demandait la permission au FSB pour redémarrer ses propres services. Un ministère demandant au FSB la permission de rétablir Internet dans son propre pays. Cette phrase seule montre où va le pouvoir. En mars 2026, une panne de 3 semaines à Moscou a causé plus de 3,5 milliards de roubles de dégâts économiques. Une seule journée peut coûter 4,5 milliards. Et en mai, c'était pire. Les restrictions touchaient plus de 40 régions. Même des endroits reculés comme Sakhaline, où aucun drone ne peut arriver. Ce n'était pas pour la sécurité. C'était une politique de blackout préventif du FSB. Et cela menace directement la sphère d'influence de Kirienko. Le modèle de Kirienko dépend des réseaux sociaux. Manipuler l'opinion publique à distance, gérer les élections numériquement.
Le FSB voit ces plateformes comme des menaces et veut les fermer. Le FSB prend systématiquement le contrôle de ce qui fait la force de Kirienko. Ce n'est pas une querelle personnelle, c'est une lutte structurelle. Gouvernance technocratique versus état de sécurité totale. Et sous cette lutte, il y a un conflit générationnel. Les jeunes Russes accèdent à l'information non censurée via Telegram et les VPN. Le FSB veut fermer Telegram parce qu'il ne peut pas contrôler l'esprit de la nouvelle génération. Kirienko, lui, préfère manipuler les jeunes avec ses armées de trolls et ses influenceurs d'État. Mais cette guerre numérique a un coût économique énorme. Et c'est là que l'équipe de Kirienko joue sa meilleure carte. Les chiffres sont accablants. La gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, l'a dit clairement en avril. Pour la première fois dans l'histoire russe moderne, nous faisons face à une pénurie de main-d'œuvre. 2,5 millions de travailleurs qualifiés perdus. Guerre, mobilisation, fuite des cerveaux. Les taux d'intérêt sont douloureux. L'inflation est galopante. Les ressources vont à la machine de guerre. Les sanctions frappent dur. Et la croissance est faible. L'équipe de Kirienko avertit Poutine constamment. Si tu imposes des restrictions totales, les informaticiens, les ingénieurs, les médecins vont partir. Une armée moderne et une économie moderne ne peuvent pas survivre sans cerveau. Depuis 2022, des centaines de milliers de Russes éduqués ont quitté le pays. Développeurs de logiciels, ingénieurs, universitaires. Ils se sont installés en Géorgie, au Kazakhstan, en Arménie, aux Émirats. C'est un recul technologique de décennies. Même la production d'armes russes souffre de cette fuite des cerveaux. Le FSB n'écoute pas cet argument. Leur seul critère, la survie de l'État. Les coûts économiques sont secondaires. Ferme Internet, bloque les VPN, ferme les frontières. Ceux qui partent sont des traîtres de toute façon. C'est cette cécité qui rend le conflit si dangereux. Les deux côtés débattent pas juste de politique. Ils débattent du modèle même de survie de la Russie. Économie durable versus sécurité totale. Il y a aussi une troisième figure coincée entre les deux clans. L'ancien ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Selon les rapports des services de renseignement européens, Shoïgu est lié au risque d'un coup d'État. Il conserve une influence significative au sein du commandement militaire. Il n'est entièrement sous le contrôle ni de Kirienko, ni du FSB. C'est un centre de pouvoir indépendant, avec ses propres réseaux, ses propres connexions, son propre agenda. L'arrestation de l'ancien aide de Shoïgu, Salikov, en mars 2026, était un message aux deux clans. Poutine ne garantit plus l'immunité à personne. Et ce message rend Shoïgu encore plus dangereux. Un homme acculé est imprévisible. Et voici l'aspect le plus troublant. La pression se retourne maintenant contre les propres gens du régime. En mars 2026, Ilya Yashin, un avocat et blogueur qui avait longtemps promu la propagande pro-Kremlin, a soudainement publié un manifeste critiquant Poutine comme criminel de guerre et voleur. En 48 heures, il a été admis de force à l'hôpital psychiatrique. Après sa libération en avril, il a continué ses critiques. Quand même, les propagandistes du régime se retournent contre lui. Cela signifie que les mécanismes de répression se retournent vers l'intérieur. C'est le résultat inévitable du modèle du FSB qui resserre l'étau. Ils écrasent aussi leurs propres gens. Et cette peur se propage parmi l'élite. Demain, ce sera peut-être mon tour. Pour l'instant, Poutine gère ce conflit avec sa stratégie classique, diviser pour régner. Il écoute les deux côtés. Il ne donne l'autorité complète à personne. Il reste l'arbitre ultime. C'est la formule qu'il applique depuis 25 ans. Maintenir son indispensabilité en équilibrant les centres de pouvoir. En opposant les clans les uns aux autres, il s'assure qu'ils restent tous dépendants de lui. Mais Newsweek suggère que cette fois, ce pourrait être différent. Le système de Poutine est construit autour d'un seul homme. Il a pris le rôle d'unificateur des factions. La seule figure qui maintient l'équilibre par le patronage et les menaces. Quand cet homme disparaît, un trou noir reste. Le successeur avec la meilleure chance de survie est celui qui peut mieux intimider les autres.
Cette observation résume la nature de la future lutte pour le pouvoir. Il ne manque pas de successeurs potentiels. Doumanov, Kirienko, le fils de Poutine, peut-être Shoïgu. Mais aucun d'eux n'est en position d'émuler le rôle d'unificateur de Poutine. Constitutionnellement, le Premier ministre Mishustin deviendrait président par intérim. Mais une bataille de couteaux entre les clans élites commencerait. Et cette bataille a déjà commencé. Alors, comment cette guerre de clans façonne la Russie de demain? Deux scénarios émergent. Si Kirienko gagne, plus de propagande, une opposition factice, des élections contrôlées et une violence policière apparemment réduite. Le public aura l'illusion du soulagement, mais la structure fondamentale du système restera inchangée. De l'extérieur, ce sera plus civilisé, mais au cœur, ce sera la même machine autoritaire. Les VPN resteront peut-être partiellement accessibles. Telegram fonctionnera. Les investisseurs étrangers ne fuiront pas entièrement. Si le FSB gagne, un verrouillage total. Internet sera presque complètement isolé. Les frontières se fermeront davantage. Le contrôle numérique et physique atteindra son apogée. Le modèle du grand firewall chinois sera adapté à la Russie, mais sans la puissance économique de la Chine. La fuite des cerveaux s'accélérera. Les investisseurs fuiront. L'économie s'étouffera. Mais pour le FSB, la survie de l'État prime surtout. Même si l'économie s'effondre, le système doit être préservé. Dans les deux cas, le régime devient plus fragile, parce qu'il dépense son énergie non pas contre un ennemi externe, mais contre lui-même. Et l'impact de cette lutte interne sur la guerre en Ukraine est peut-être la dimension la plus critique. Les processus de prise de décision ralentissent. Chaque décision critique doit passer par le conflit entre les deux côtés. Le FSB sabote la propagande coordonnée par Kirienko avec ses pannes Internet. Les officiers sont promus ou purgés selon qui ils soutiennent. La loyauté, pas la compétence, est le facteur déterminant. Et les opérations de surveillance interne du FSB détournent les ressources de renseignement des menaces externes vers la surveillance interne. Et les nouvelles du front alimentent ce conflit. Selon le rapport d'avril de l'ISW, la Russie a perdu 116 km nets de territoire, la première perte mensuelle nette depuis Koursk. L'échec de l'offensive de printemps pousse le Kremlin à se demander avec urgence « Peut-on gagner cette guerre ?» Kirienko dit « Asseyons-nous à la table des négociations et trouvons une sortie contrôlée. » Le FSB exige plus de troupes, plus d'armes, des méthodes plus dures. Et à mesure que la guerre s'éternise, le coût social se multiplie. Selon les estimations du Centre pour les études stratégiques et internationales, les pertes russes ont dépassé 1 million de morts et blessés. Des millions de familles directement touchées. Que cette douleur revienne au Kremlin sous forme de colère ou de nationalisme anti-occidental, personne ne le sait encore. Et il y a un autre danger qui monte, les vétérans qui reviennent. L'ISW note que le Kremlin voit ces vétérans aliénés comme une menace sérieuse pour la stabilité du régime. Des soldats revenant du front, y compris des criminels condamnés, augmentent déjà la violence, le crime organisé et la pression sur les services sociaux. Des centaines de milliers d'hommes traumatisés, formés à l'usage des armes et en colère contre une paix plus pauvre, reviendront à la vie civile. Est-ce que le modèle d'élection contrôlée de Kirienko pourra contenir cette colère ? Alors que la guerre s'éternise, le conflit interne s'approfondit. Alors que le conflit s'approfondit, la guerre s'aggrave. Et il n'y a pas d'issue à ce cycle vicieux. En regardant le tableau d'ensemble, ce conflit au Kremlin n'est pas juste une bataille entre deux factions bureaucratiques. C'est un test de la façon dont l'avenir de la Russie prendra forme. Quand une scission similaire s'est produite en 1996, les oligarques ont prévalu et la Russie est entrée dans une ère chaotique, mais relativement ouverte. Aujourd'hui, les oligarques ont disparu. Le pouvoir réside maintenant avec les services militaires et de renseignement. Le vainqueur de cette lutte déterminera l'ADN de la Russie post-Poutine. Ce schéma s'est répété d'innombrables fois dans l'histoire russe, que ce soit l'Empire tsariste, l'époque soviétique ou la Russie d'aujourd'hui,
Chaque fois que le centre du pouvoir s'affaiblit, les groupes autour se retournent les uns contre les autres. Dans tous les cas, la lutte interne a finalement soit transformé le système, soit l'a fait tomber. L'avertissement de Newsweek est pertinent. La mort soudaine de Poutine mettrait fin au gouvernement d'un seul homme sans mettre fin au système qu'il a créé. Ce qui resterait serait un vide de pouvoir incontrôlé, accompagné d'armes nucléaires, de groupes armés et d'une guerre en cours. Et la plupart des successeurs potentiels ont déjà embrassé la vision géopolitique de Poutine, d'expansionnisme impérial et d'hostilité anti-occidentale. Donc, post-Poutine ne signifie pas une Russie plus modérée. Est-ce que Kirienko ou le FSB prévaudra? Cela sera déterminé par la santé de Poutine, l'évolution de la guerre et les résultats des élections de septembre. Mais une chose est certaine, le Kremlin n'est plus un bloc uni. C'est un bloc qui se fracture et les fissures s'élargissent chaque jour.